bonjour à tous, bonjour à toutes, bien sûr. C'est avec un très grand plaisir que je reçois cet après-midi pour notre nouveau webinaire du think tank Ressources, plusieurs personnalités qui ont accepté d'être dans notre panel aujourd'hui pour ce webinaire qui s'inscrit dans un cycle de 3 panels. Nous en sommes donc au numéro 2, avec donc le docteur Pier Paolo Moudou, qui est statisticien et géographe au Centre Environnement et Santé de l'Organisation mondiale de la santé. Le docteur Nathalie Anek-Han, qui est directrice de l'Université de recherche Pollution environnementale, chimique et santé à l'Université de Pretoria, thanks to be with us. Et Liliane Coelho Ferreira, directrice du développement international Agro Paritech Suez Water for All. Et puis, bien sûr, le docteur Clémentine Lépicier, notre complice sur l'organisation de ce webinaire depuis un certain temps maintenant, qui est spécialiste des enjeux des nouvelles technologies de l'information et de la santé. Donc, merci à vous tous et toutes d'être avec nous aujourd'hui. Je voudrais remercier aussi et participer de ce moment Armel Hébert, qui a été très instrumental sur l'organisation de cette série de 3 webinaires. Nous en sommes au numéro 2, le numéro 3 aura lieu la semaine prochaine. Alors avant de passer la parole à nos panélistes, je voudrais dire quelques mots sur, très bref d'ailleurs, sur la présentation du think tank Ressources, un think tank qui a été créé en 2004 autour d'un premier colloque à Libreville sur le thème du droit à l'eau et à l'énergie, de la vision à l'action. C'était le titre d'ailleurs, et je dois dire que c'était avant tout une formidable aventure humaine qui a rassemblé et qui rassemble toujours aujourd'hui d'ailleurs des personnalités très diverses, des universitaires, des représentants d'ONG, des politiques, des institutionnels, des dirigeants du secteur privé au plus haut niveau d'ailleurs, des directeurs d'organisations de santé, des fonds d'investissement et même des fondations. Et donc, nous avons tous accepté de partager cette profonde conviction de l'importance première qui doit être accordée aux services essentiels et à leur accès comme une véritable source de développement humain. Voilà, donc l'objectif du think tank Ressources, c'est d'alerter, c'est bien sûr de dialoguer, c'est le cas aujourd'hui, c'est aussi de recommander, de faire savoir avec pour objectif de mobiliser l'attention des décideurs et des médias sur ces grandes problématiques. Voilà, alors aujourd'hui, le thème que nous avons choisi, c'est ce cycle organisé avec Armel Hébert autour de 3 séminaires. Ce séminaire numéro 2, c'est le retour d'expérience, c'est pourquoi nous avons réuni les panélistes que je vous ai très sommairement cités il y a quelques minutes. Et donc, je vais passer maintenant la parole à Liliane Coelho Ferreira, peut-être pour pouvoir faire sa première présentation. Nous avons donc une première présentation. Chacun des panélistes va présenter pendant une dizaine de minutes, je dirais, son point de vue sur l'objet de notre séminaire. Et ensuite, nous aurons une discussion au niveau du panel, puis une discussion, bien sûr, avec les participants. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Est-ce que je partage mon écran? Je ne sais pas si vous êtes en train de voir, vous m'entendez bien? Okay. Good morning and good afternoon for our audience in English in America too. Je vais m'introduire d'abord parce que mon passé dans l'environnement date vraiment de quelques années quand même. Donc depuis l'année 2000, je commençais à travailler dans l'environnement et surtout après 2008, j'ai eu de forts engagements dans les ONG, donc dans les organisations non gouvernementales, pour lutter pour les femmes dans les carrières scientifiques et dans l'environnement pour un monde plus juste et plus équitable. Je travaillais chez Suez et aujourd'hui, je travaille dans la direction du développement de la chaire avec l'université Agro Paritech et c'est avec un grand projet pour un avenir pour l'eau et pour l'assainissement dans la santé environnementale qu'il y a toute la complexe à développer dans cette thématique. Je rejoins vraiment un travail de coordination avec les Nations Unies depuis la COP, l'agrément de Paris, et je rejoins la COP 24, 25. Là, on est avec tous les pays en train de se préparer pour la COP 26. Donc, je passe vraiment à la phase concrète de cette présentation. Elle va être divisée en 3 formats. Je voudrais montrer les secteurs privés, l'académie
et les sociales, les ONG. Donc aujourd'hui, une entreprise privée, elle ne peut pas s'en passer de l'environnement sans proposer des solutions concrètes et résilientes, soit dans l'air, dans la pollution, dans l'air, dans la terre, dans la dépollution des sols et dans l'eau. Et c'est pour ça que ce premier exemple que je voulais vraiment montrer à vous, c'est une méthodologie qui lie la recherche et le développement avec les digitales et les deux ensemble pour protéger les citoyens des épidémies grâce à l'analyse des eaux usées. Donc, c'est intéressant comment aujourd'hui on arrive, c'est la crise sanitaire, on a une problématique environnementale, mais on a un impact économique aussi. Donc, ces méthodes, elles étaient organisées pour être appliquées avec les communes et les maires à travers une démarche en 6 étapes, seulement pour aller vite, pour que vous puissiez comprendre la démarche vraiment de ces méthodologies. On collecte des données dans les stations de traitement des eaux usées. On va identifier des cibles et des bâtiments qui sont classés par la commune à risque, comme les EHPAD ou des différents centres qui peuvent avoir une incidence, pas seulement de Covid, d'autres virus aussi. On va planifier une cartographie des sectorisations pour pouvoir voir où on va mettre les échantillons stratégiquement. Ces échantillons ils vont être prélevés automatiquement et hebdomadaires. Nous allons avoir une analyse d'un laboratoire, transférer ces résultats au maire, à la commune, qui vont pouvoir anticiper les décisions pour les autorités sanitaires, comment ils peuvent vraiment résoudre avant qu'il devienne une épidémie, avant qu'il y ait un préjudice, comment ils vont pouvoir avoir des moyens de prévention, interdire des accès. Donc, c'est quelque chose qui vraiment, c'est très intéressant, les COVID Citywatch, et c'est la preuve que la recherche dans un comité scientifique, et je remercie Xavier Letrico et toute l'équipe qui vraiment qui ont travaillé et qui ont partagé cette expérience avec des partenaires. Et là, je rentre dans mon deuxième volet et c'est là que j'ai la passion. J'ai dédié 100% de mon temps dans les transferts de compétences. Pour moi, la chaire AgroParisTech, c'est vraiment les symboles d'une réussite dans le sens où aujourd'hui, Nord-Sud, on doit vraiment renforcer les capacités building. Hein? On parle tout ce que je parle, il y aura, for the English auditor, I can send you all images in English and I have a lot of documentation for you too. Mais concrétisons, donc, la chaire, elle a été créée en 2009 par AgroParisTech avec notre directeur aujourd'hui, Jean-Antoine Fabi, une équipe formidable et qui, avec Myriam Bancaille de la Fondation Suez, après, on dit on va parce on croit dans cette histoire. Et effectivement, renforcer la capacité dans l'eau et dans l'assainissement dans les pays du Sud, c'est quelque chose qui s'est intrinsèque vraiment à l'évolution et qui va coordonner vraiment. On rentre dans les sujets de la santé et de l'environnement. Vous allez voir, on a aujourd'hui 3 types de formations, qui c'est l'exécutive Master Water for All, ou pour tous, qui s'est dédié vraiment à des groupes, des grands managers, les futurs leaders du demain, dans l'eau et dans l'assainissement. Les formations courtes, qui sont des immersions dans des pays, on va étudier des cas concrets et on va vraiment étudier les passés, les présents et s'y projeter l'avenir. Et des formations des directeurs dans les leaderships dans une forme de politique éthique et 360 degrés. Donc aujourd'hui, on a formé plus de 240 managers dans les pays du Sud, dans 4 continents, et on a réussi à développer avec l'Agence française de développement et avec l'UNESCO, ICEWARD, qui aujourd'hui sont vraiment nos alliés. L'Agence française de développement nous engage à être de plus en plus offensif dans cette transférence des capacités, parce qu'on a prouvé qu'on a été à l'auteur. Et donc aujourd'hui, c'est pas seulement former les managers, on fait des contrats vraiment avec les universités du Sud et nous allons former effectivement les professeurs. Par exemple, à l'université, la UCAD à Dakar au Sénégal, nous allons partir au mois de septembre pour faire vraiment des formations avec eux. Il est au Maroc, avec la LIDEC. Nous avons une série des partenaires pédagogiques et professionnels dans les Suds.
Et là, pour bien comprendre l'impact dans l'environnement de ce type de formation, 360 degrés, donc nous avons un programme dédié dans 3 volets pour ces masters qui aujourd'hui nous avons des auditeurs qui sont venus de toute l'Afrique et de l'Asie, qui on va transformer leur capacité de changement personnel. Les ressources humaines, il faut inclure la responsabilité environnementale, non? La santé. Après, nous avons des exemples dans le développement des compétences dans la gestion. On a un grand partenaire qui c'est l'ESSEC Business School qui vient de nous rejoindre et qui aujourd'hui, on a renforcé notre capacité de montrer dans l'eau et dans l'assainissement comment vraiment on peut améliorer le leadership dans les managements stratégiques qui l'eau souvent laisse à part. Le benchmarking aujourd'hui dans l'eau et dans l'assainissement, il est très faible. On n'a pas de données, on n'a pas des indicateurs fiables. C'est un grand investissement aujourd'hui pour l'avenir de l'assainissement de vraiment créer des indicateurs intéressants. Et le dernier volet, bien sûr, c'est l'accès universel à l'eau, la responsabilité sociale, l'assurer les besoins des ressources et être vraiment côté à côté avec les objectifs de développement durable. Donc, cette formation de 13 mois est organisée à chaque 2 ans et nous avons vraiment le plaisir d'avoir des agences de l'eau en Afrique et en Asie qui ont confié des auditeurs les meilleurs qu'ils ont pour avancer dans cette thématique. Et le 3e volet de cette présentation que je ne peux pas laisser, c'est la place des femmes. La place des femmes dans la chaire et dans les engagements vraiment que nous avons avec nos partenaires dans l'eau et dans l'assainissement. Aujourd'hui, nous avons des billions de dollars qu'on dépense dans les effets curatifs dus au changement climatique. Et aujourd'hui, pourquoi pas accentuer dans les préventifs. Et s'il y a quelque chose que j'aimerais que vous teniez dans cette présentation d'aujourd'hui, c'est qu'il faut agir en amont. Il faut la prévention. Donc, les femmes, elles sont vraiment dans la place de la pérennité d'un service, dans la cohésion, dans la santé, la prévention des maladies. Donc, toute cette biodiversité et des enjeux du climat, il y a une vraie partie. Nous connaissons les chiffres négatifs. On a des chiffres vraiment qui sont très durs, que les filles et les femmes sont responsables pour 80% des collectes de l'eau, que ça impacte 1200 millions d'heures par jour. Vous imaginez les déficits scolaires, l'activité économique. Les femmes sont 50% de la population mondiale. C'est le temps de mettre cette force dans l'économie avec des indicateurs KPI dans les nouveaux business models. Et pour l'assainissement, encore plus. Donc, je voulais finaliser cette présentation en train de donner une note positive, avec des exemples des femmes, des ONG, la société qui sont là et qui aujourd'hui, avec des réponses, par exemple, je vais passer, je pense que je suis à la limite de mon temps, mais je vais finaliser parce que, par exemple, cette association des hauts atlas marocains, avec des panneaux qui attrapent les brouillards de l'eau, on arrive à capitaliser et avoir un fond de l'eau potable. Ça, et aujourd'hui, les femmes, elles sont formées avec des codes pour envoyer des SMS pour vraiment pouvoir jouer un rôle de gesteur. Donc, on les met dans l'économie. Les Niger, les puits de désert, on a plusieurs ONG qui sont venus créer de l'eau, mais pas à côté de leur maison. Donc, il y a des coopératives agricoles lidérées par des femmes pour garantir la paix. Et ça, c'est un impact très positif dans la paix et dans l'assainissement. Aussi, dans la valorisation énergétique des déchets, elles ont remplacé les charbons de bois pour la cuisine avec la noix de cajou. Donc, vous voyez des idées vraiment qui ont été déclinées dans différents pays et différentes vraiment solutions. Encore plus, j'ai créé une ONG Women Back pour leadership des femmes. On est toutes dans cette capacité de pousser les femmes vers l'avenir dans l'eau, dans l'assainissement, vraiment dans la santé environnementale. Et en Bangladesh, c'est super cette OIV, cette association qui a mis aussi les femmes dans l'eau et dans les services de défense des incendies. Donc, je vous laisse vraiment avec ces 4 exemples que j'aimerais vraiment qu'ils soient 4 parmi des milliers qu'on pourrait développer et avec vous, développer encore plus dans la santé environnementale. Je vous remercie et à tout de suite pour discuter.
Merci beaucoup Lilian pour toujours cette impulsion et cette énergie que tu sais porter et aussi voilà, de tous les échanges qui sont constructifs et avec lesquels vous co-construisez avec les auditeurs que vous venez de terminer de former là, sur cette première session. On va revenir en détail sur un certain nombre de questions ensemble, mais je voudrais laisser la parole à inviter le docteur Pier Paolo Moudou, qui donc a porté cette initiative absolument impressionnante et vraiment de la mobilisation de l'ensemble des acteurs sur la ville d'Accra au sein de l'initiative de santé urbaine sur la pollution atmosphérique. Donc, docteur Moudou, merci infiniment de nous avoir voilà, rejoints, d'être présent avec nous. Et donc, on écoute votre retour d'expérience, l'ensemble de vos recommandations et les potentialités de réplication de cette initiative au niveau d'autres villes africaines. Je vous remercie. Merci à vous et merci à tous pour cette invitation. C'est une occasion, une chance pour faire une description des activités qui sont importantes pour tous. Je suis désolé, je vais parler en anglais. C'est ma langue de travail, mais faut pas être désolé. J'entends bien et il n'y a pas de problème s'il y a de questions en français. And I collaborate with the World Health Organization since many years, and I am responsible for a lot of different studies on the health impact assessment of environmental policies at the urban level, and in particular for the air pollution. And I coordinate the project that is developing and giving for download the AirQ Plus, that is the software, the logiciel that is used for calculation of the health impact assessment of air pollution. And is available in also in French, so it's a Russian, French, and German edition at the moment, and we have translated in Spanish very soon. I am introducing myself a little bit on these technicalities, because I think some of the work that we have done in the last few years in Africa has been related to how to translate evidence, science, the development of knowledge that we have in policies. So how to influence, how to make changes in places where there are high levels of air pollution, for example. And if I can share my screen, I feel comfortable with starting from, I don't know if you can see. Yes, we can. Good. Okay, well, this is a simulation. This is theoretical example of a simulation that I'll just show you for a few seconds, just to keep you waking up, and for people that just wake up, just to keep your interest, and see that the CNRS, the French CNRS, prepared for me this how people moving in a city are exposed to air pollution. And you will see that if, in this case, I have the whole network of the city, and I can start thinking about 4 different sources of air pollution, for example, and then I can see what happens if people are moving in the city with some patterns. And this is heavily time-consuming in terms of programming, in terms of data. In this example, you need the network, you need to know who's traveling in the network, you need to know the people that are staying at home, you need to know a lot of data. And it's true that this is a kind of ideal condition where you know exactly what is the exposure of people. So the exposure is the contact that we have with some risk factor in general terms. These kind of data are available in few places, even in Europe. They are not easily available, and all these models were developed in the US or in the northern Canada or in Western Europe. But what is interesting is the fact that, okay, let's take the network out. So without the road network, I can do some elaborations again. And I was doing a simulation with a grid that was 100 by 100 meters. So I was localizing people with some kind of good resolution. But it's true that I can go with a rough resolution, and I can start modeling people in a just more, I would say,
rough way, simpler. And this is what has happened in some of the work that we have done in the last few years. So we have to deal with the fact that all the data that we will ideally want are not available. And most of the evidence, for example, concentration dose response curves for air pollution, just to give an example, and risk are based on the availability of large cohorts of people that are followed along the years with data from monitoring station. So my presentation here, very quickly in these 5 minutes, is addressing few issues. One, I've started from data, I'm a statistician, so let's start from something that I think is important to consider. But the second point is that, okay, but what if we get enough data to do something? What is important then to do? So we have a political problem that we have to think about. And then the third point is about, okay, how do we find people that can follow this kind of use of models, of data? And it's not only quantitative, it's also qualitative kind of work. That's the third point, is on capacity building. And the fourth point is on something that we are working on, policy tracking. So about the data, our involvement, as Armelle was mentioning, in Accra has been, in the last 4 years, has been really huge, in the sense that we wanted to test how far can we go, not having all the data that we need, but wanting to change policy, to orient policy toward the protection of public health. And we have discovered, I mean, with the support of the University of Accra, with the local experts, and the support of the people that work in the Ministry of Health and Ministry of Environment, that we can build scenarios. So we can build a future, if you want, thinking about what if I have some changes in I don't know, in the transport or in some other sectors. That I will go to this very soon. So what if I change some parameters? What if I change some something in the scenarios that I have? I am using the air pollution and example because I share my screen again. The air pollution example is quite important. In all the environment, among all the environmental risks, air pollution is one of many. But in reality, the burden of air pollution on health is the highest. And it's not only the highest, but it's the one where if you focus on air pollution, you can move thinking about other sectors. So you can move thinking about transport, as I was mentioning before. You can think about waste, for example. You can think about the use of cook stoves, so household air pollution. And this is something that is quite important. So the emissions of different sectors contribute to air pollution. And in Accra, we have gone through all kind of, I would say, different discussions with the people about the availability of data. There was a lack of data for air pollution, and we see it now with satellite, with the use also of low-cost sensors, although we have not used them in Accra. You can have access to a lot of data that were unavailable until a few years ago. Problem of validate this data, understanding how this data can be modeled, and this is, I would say, a discussion in itself anyway. But what has been interesting is that a huge effort on our side has been on, okay, let's see how far we can go in a city where we do not have much data, but there is a strong component of academics, and there is also a big wish to change the air pollution exposure of people. And just in the last few weeks, we managed to publish 5 reports that are related to the ambient air pollution, the economic cost of air pollution, the transport, waste, and this is
the first time that the World Health Organization is going such in detail for a city. And for us, as Armel was mentioning, the idea is to see if we can reproduce this kind of projects elsewhere. And the answer is yes. It takes a few years to do it, but the idea is that we want to reproduce it. This is the first point on data. And the second point is on how we can use then the knowledge, the evidence in a much clever political way. And this is in many projects, and since many years, there is this buzzword of participation that is going around. And usually people are not participating in reality. And in this project, we have decided to have a huge campaign of participation for having people participating at all kinds of levels. So at levels of media, levels of schools, levels of local experts. And I have here another slide, and that's the last slide that I have with me, that is about community and media engagement. I mean, there is no successful projects that is, and I would say, can progress if there is not a strong media campaign, if there is not the involvement of people in the local communities. And we have done here some examples. We have engaged with schools, with people that were working in the media. And this is fundamental. Probably in the debate, I can go back on this. The third element that I was mentioning is on the capacity building. There is something that is quite relevant, is the moment that you are in a country like in Africa, in most of the African countries, where there has been a very difficult condition for education, where there are a lot of difficulties to keep an education system at high level. It is very important to do capacity building. And I was mentioning the education system, but in reality, what is fundamental now is to address the people that can do a difference. And the people that can do a difference in environmental health are the people that are also in public health. These people for many years have been working without the tools, without the instrument to engage at the political level strongly. And we have been articulating a huge capacity building series of modules. At the moment, we have prepared 15, and we have experimented with doctors, with nurses, and general practitioners how to deal with air pollution in their daily routine, and then how to use this knowledge to address politicians. So this is the third point. The fourth point, and I conclude, is on policy tracking. The main, one of the main political aspects of the work that has been done in Africa and in other countries, I would say, is the fact that projects are just cooked, are done and abandoned, in the sense that once a big agencies or big institutions start projects, they usually spend 5 years, 3 years, 6 years building a large, I don't know, neighborhood somewhere or big roadway exercises. And there is not much about the monitoring of what's happening after the project is left. So we are now embarking a huge discussion about policy tracking to see if all the discussions that we have had with the local authorities, with the national authorities, all the work that has been done at a local level is impacting, is changing at the local level, at the urban, in Accra, is changing things. And this is a huge effort that probably, if there's interest, I can go back on this. Thank you. Merci pour votre attention. Merci Pier Paolo. Vas-y, Patrice. Vous voulez... Non, on va prendre effectivement la suite. Merci beaucoup
Paolo, effectivement, pour cette présentation. On aura, je pense, de par les informations, les questions qui arrivent dans le chat, déjà des questions très précises à revoir avec vous, en tout cas à compléter avec vous. On va donc ouvrir maintenant la parole avec Clémentine Lépicier, qui est sur Lomé aujourd'hui au Togo et qui va nous faire effectivement nous partager sa vision sur l'apport des nouvelles technologies sur ces enjeux d'environnement et santé. Donc, Clémentine va sans doute devoir rester voilà, avec une limitation de sa connexion, mais donc on est tout à l'écoute avec toi, Clémentine. Avec vous, Oui, pardon. merci Armelle. Désolée, je ne vais pas pouvoir ouvrir ma connexion vidéo par faute de débit réseau, on va dire. Donc, je suis actuellement doctorante à l'École des Ponts. Pour me présenter, je suis présidente d'un cabinet de conseil en transformation digitale Skepsos et cofondatrice de la Convention des entreprises pour l'Afrique et actuellement donc au Togo pour développer un entrepreneuriat numérique responsable et durable en Afrique. Quand je commence mes recherches sur le numérique au début des années 90, il y a un peu plus de 20 ans, ce qui ne me rajeunit pas, 1 million d'ordinateurs sont connectés à Internet. Et le langage HTML vient à peine d'être créé. Nous étions nombreux, et j'en faisais partie à l'époque, à espérer que le numérique puisse être l'outil qui allait transformer les rapports nord-sud, développer la démocratie, le bien-être et la santé des populations. Même si les risques politiques et sociétaux étaient envisagés, tels les aventuriers du XVe siècle, nous allions découvrir et construire un nouveau monde et permettre une renaissance scientifique et culturelle. Et puis, depuis 20 ans, tout s'est précipité, affolé. Nous ne comptons plus en milliers, mais en milliards, en trilliards. En 2020, par exemple, nous utilisons 34 milliards d'équipements numériques, des tablettes, des consoles, des objets connectés et surtout de nombreux téléphones qui, en effet, les modes passés et faute de recyclage, finissent souvent au fond d'un tiroir. En France, 100 millions de smartphones sont non utilisés. Plus d'une personne dans le monde sur deux est connectée, et nous consommons tant de données, et surtout de vidéos, ce qui explique aussi la raison de l'arrêt de ma vidéo. 80% des flux de données mondiaux sont des flux vidéo, donc on en parlera plus tard. Il a fallu construire 67 millions de data centers, et ce n'est pas terminé, pour stocker et traiter ces informations. Définitivement, le numérique est bien matériel et il a à la fois un coût pour l'environnement, mais aussi pour notre santé. Pour bien comprendre l'industrie du numérique et ses impacts, il faut s'arrêter quelques secondes sur sa chaîne de valeur, c'est important. Elle commence par l'extraction et les traitements de matières premières, se poursuit par la création de composants électroniques qui seront par la suite assemblés pour devenir nos téléphones et nos ordinateurs, mais aussi des infrastructures et des réseaux, comme des câbles sous-marins et des satellites. Puis au cœur de cette stratégie, nous avons surtout les data centers qui stockent nos données et nos vidéos. Des applications et des logiciels pour s'amuser à faire des selfies avec nos amis, mais aussi des applications plus sérieuses, comme par exemple piloter à distance une opération chirurgicale. En bout de chaîne, de plus en plus d'objets sont connectés à nos vies, des patchs qui mesurent, par exemple, notre glycémie, qui pourront bientôt, grâce à des algorithmes, simuler la fonction de notre pancréas. Pour chacune de ces étapes de la chaîne de valeur, les ressources nécessaires en eau et en minerais et en énergie sont colossales. Par exemple, pour un ordinateur portable de 2 kg, il faut non seulement plusieurs milliers de litres d'eau, mais aussi 800 kg de minerais et 200 kg d'énergie fossile. Selon les experts, avec une consommation de 5 à 9% de l'électricité mondiale, le numérique est responsable de 4% des émissions mondiales des gaz à effet de serre d'origine humaine. Et cet impact du numérique sur le réchauffement climatique devrait à minima être triplé d'ici 2030. Outre le problème de la consommation énergétique, l'eau est une ressource indispensable à l'exploitation minière, surtout pendant ces phases de broyage et de concentration du minerai. L'Afrique, aujourd'hui, s'impose dans cette chaîne de valeur du numérique, principalement en début et en toute fin de process. En début, avec une contribution importante à la production de matières premières, minerais et ressources fossiles pour l'énergie. Et en toute fin, bien souvent malgré elle, le recyclage des déchets électroniques, qui selon les Nations Unies représentent 60% des déchets électroniques, finissent leur course en Afrique, comme par exemple, on pourra en discuter avec le précédent intervenant, dans la banlieue d'Accra au Ghana. Les impacts de ces deux activités sur la santé et sur l'environnement en Afrique sont majeurs et s'intensifient d'année en année. On estime que les maladies causées par la pollution étaient responsables de 9 millions de morts prématurées en 2015,
soit 16% de l'ensemble des décès dans le monde et au moins 40% des décès prématurés en Afrique. Les conséquences de l'extraction minière et des décharges de déchets électroniques sont responsables de bien des pollutions de l'eau, de l'air et des sols, dont on a parlé dans les précédents panels. Une pollution liée à la fois aux procédés hydrométallurgiques et les bains d'acide sulfurique pour extraire des minerais qui vont contaminer les eaux de surface et souterraines et nuire à la bonne santé de la biodiversité et des écosystèmes. Sans m'étendre sur la perte de l'accès à l'eau, évidemment pour les populations. Les impacts sont délétères pour l'homme et plus particulièrement pour les femmes et les enfants, les plus sensibles à la pollution chimique, qui sont aussi les plus impliqués dans ces mines souvent familiales. Tous les jours, une femme et un enfant vont devoir extraire des pierres à main nue et les porter au moins une dizaine de sacs au bord de la rivière pour les tamiser. Selon les Nations Unies, 200 000 creuseurs à main nue sont actifs en République démocratique du Congo, dont 40 000 enfants. Et même quand il s'agit d'extraire des métaux rares, dont la radioactivité est 32 fois supérieure à la normale, pour se donner une idée, ça fait exactement 2 fois la radioactivité actuelle de Tchernobyl, les protections et les procédés restent inchangés. Comme pour l'énergie, la consommation en eau des exploitations minières n'est pas homogène et varie en fonction des propriétés du minerai. Clémentine. Oui. Je peux juste faire un tout petit commentaire liminaire. C'est sur la RDC, enfin, selon les informations que je connais, le président a évidemment pris conscience en fait de cette difficulté majeure du travail des enfants dans des conditions absolument délirantes et a tenté de structurer. Il y a une organisation, effectivement, une société qui a été montée pour commencer à essayer d'organiser ce travail informel de manière beaucoup plus cohérente avec les normes environnementales. C'est très récent. Ça date du mois de mars de cette année. Oui, c'est ce que j'allais dire, effectivement, en solution. Là, sur les impacts, et effectivement, là, je suis sur les impacts sur la santé et l'environnement, oui. Et les solutions sont dans ma deuxième partie. Donc, je vais essayer d'accélérer. C'est ça l'idée. Comme pour l'énergie, la consommation en eau des exploitations minières n'est pas homogène et varie en fonction des propriétés du minerai et de son niveau de concentration. Des études indiquent en effet que la baisse de concentration en métal des minerais exploités a généralement des effets importants pour augmenter la consommation en eau. Une consommation en eau dans des régions où il existe un stress hydrique important. En effet, le Columbia Center on Sustainable Investment estime qu'environ 70% des exploitations minières des 6 principales compagnies minières dans le monde sont localisées dans des régions où l'eau vient à manquer. Les besoins en quantité, mais aussi en diversité des typologies de minerais ne cessent d'augmenter et c'est ce qui crée encore plus d'importantes stress sur la ressource première. Si la biodiversité, les écosystèmes et le cycle de l'eau peuvent être endommagés, la santé des populations dépendantes est directement altérée. L'extraction minière est d'autant plus délétère que les enjeux sur les matières premières sont énormes. Plus les métaux deviennent rares, plus les méthodes d'extraction sont polluantes et agressives. On va reprendre les cas du cobalt, effectivement, en RDC. 70% des 100 000 tonnes de cobalt extraites annuellement dans le monde proviennent de la RDC, qui, face à une demande mondiale qui devrait être multipliée par 6 d'ici 2028, se retrouve confrontée à des pénuries d'ici 2025. Les enjeux économiques et politiques sont donc énormes. D'ailleurs, la Chine a bien compris cet impact et alors qu'elle ne raffinait que 3% du cobalt en 2000, elle contrôle aujourd'hui 50%. Les enjeux sont tels que la Commission européenne affirme que le cobalt est une des ressources qui conditionne le succès du Green Deal. Je passe maintenant aux solutions. La solution est aussi dans le problème, est inversement. Si le numérique impacte fortement la santé et les environnements, des solutions numériques existent pour les réduire. Des solutions existent comme par exemple allonger la durée de vie du matériel, optimiser la conception et les infrastructures, réduire la quantité de matériel et revoir les usages. Un des premiers enjeux est d'accroître les investissements dans la recherche, l'innovation, le déploiement et la mise à jour d'infrastructures pour développer de nouveaux processus de production. Avec l'arrivée de nouveaux acteurs comme par exemple Tesla, des transformations majeures sont engagées. Afin de sécuriser les approvisionnements en matières premières, ces entreprises acquièrent des portefeuilles miniers diversifiés et investissent lourdement dans la filière pour en réduire les impacts. Avec cette meilleure gestion de l'ensemble de la chaîne de valeur, les entreprises améliorent à la fois leur efficacité opérationnelle et la productivité, mais aussi la sécurité du personnel, le respect de l'environnement et l'efficacité du numérique. Comme on l'a vu précédemment, de nombreuses solutions numériques peuvent aussi être adoptées pour améliorer la circularité de cette industrie, comme l'utilisation par exemple de nouvelles technologies, l'Internet des objets, qui est un moyen d'optimiser les coûts,
la productivité grâce à la mise en œuvre de capteurs sur les équipements miniers, mais aussi à améliorer les mesures de sécurité avec des systèmes qui surveillent l'équipement et ses performances. Les sociétés minières peuvent alors utiliser le big data, pour assurer la sécurité des personnes et des équipements en surveillant en temps réel les niveaux de ventilation et de toxicité à l'intérieur des mines souterraines et l'ensemble des rejets. Et puis finalement, elles pourront prendre des décisions rapidement pour faire face aux différentes urgences. De l'exploration au traitement et au transport, l'intelligence artificielle améliore la puissance des solutions de l'Internet des objets en tant que moyen de rationaliser les opérations, d'en réduire les coûts et d'améliorer la sécurité au sein de l'industrie minière. En utilisant de grandes quantités de données, telles que des rapports de forage et des études géologiques, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique peuvent faire des prédictions et fournir des recommandations sur l'exploration, ce qui se traduit par un processus plus efficace avec des résultats à plus haut rendement. À partir de modèles prédictifs basés sur l'intelligence artificielle, il est alors possible d'améliorer les méthodes de traitement des métaux grâce à des techniques plus précises et moins dommageables pour l'environnement. Au niveau international, l'Europe, grande consommatrice de matériel numérique, développe à la fois des critères de financement durable pour le secteur minier, avec 450 restrictions à l'exportation sur plus de 400 différentes matières premières. L'Europe, dans le cadre du programme, par exemple, Horizon Europe 2027, détermine des objectifs pour développer à la fois la recherche, l'innovation, avec, par exemple, la substitution des matières premières critiques et le traitement des déchets. Au niveau local, les contraintes en ressources énergétiques et la vétusté des matériels, comme les ordinateurs et les smartphones, ont amené les développeurs informatiques africains à concevoir leurs applications de manière plus écologique et plus responsable. Ils innovent en produisant des logiciels moins énergivores et adaptés à plus de types de smartphones, même dans des versions plus anciennes. Les sociétés de développement en informatique auraient beaucoup à apprendre d'ailleurs des méthodes de conception utilisées par les plateformes de développement en Afrique. Et il est vrai aussi que les systèmes d'information africains n'ont pas à gérer des systèmes d'information préhistoriques, le poubellien supérieur numérique, lourd et à fort impact énergétique, comme nous le supportons aujourd'hui en Europe. De nombreux projets d'achat d'équipements en Afrique sont en cours. Il est crucial de pouvoir dès maintenant réfléchir à la conception de matériel robuste et adapté et surtout maintenable. C'est pourquoi, dans le cadre de notre projet de convention des entreprises pour l'Afrique, pour les petites et moyennes entreprises, avec en lien le Centre d'études et de recherche pour l'intégration régionale du développement pour l'Afrique, installé au Togo, nous réfléchissons à intégrer dès les phases amont de développement et de digitalisation des formations sur la sensibilisation à la responsabilité numérique, à la sécurisation des processus de certification et de validation de la qualité des matières premières, ainsi que leur suivi sur leurs impacts santé et environnementaux, principalement sur la filière agricole aujourd'hui. Combien même les opportunités, les solutions numériques pour construire un nouveau monde sont bien réelles, les impacts sur les ressources en eau sont importantes et qu'il faut les superviser. Voilà, j'ai terminé. Merci infiniment Clémentine, c'est effectivement passionnant, structurant et surtout effectivement ouvrir des solutions sur ces enjeux qui sont effectivement colossaux du point de vue géostratégique, politique et environnemental et sanitaire. Donc on va avoir, et je pense qu'effectivement on va avoir d'autres éléments d'échange avec vous sur ce sujet. Merci infiniment. Je vais donc maintenant proposer d'accueillir Nathalie Anelkan. Nathalie from Pretoria, can you join us now? Thank you for being there with us. And we are welcoming you on the whole experience of University of Pretoria and the Africa Future Campus with regard to the endocrine disruptions and the innovative monitoring tools for water chemical mixtures. Thanks to be there, and it's up to you. Thank you, Amel. Thank you very much for the invitation to join you this afternoon. I'm the director of the Environmental Chemical Pollution and Health Research Unit that is positioned in the Faculty of Health Sciences at the University of Pretoria. It's actually a partnership. It came about from the Department of Urology, which looks at male reproductive health, and then the School of Health Systems and Public Health. And one of our visions is that we look at the occurrence and health effects and future impacts of environmental chemicals, which we know as endocrine disrupting chemicals, in South Africa and Africa. And we noticed there was a need for a call to action. So many of our activities are aligned to minimize the health effects of the chemicals and the environmental pollution so that we can try and protect our present and future generations. And many of our studies are aligned to a number of
Sustainable Development Goals and the One Health concept. So we do epidemiological studies, we do animal studies, and then also water studies. And water is, as I understand it and as I explain to everyone, it is the kitchen sink. Everything from air pollution and that we have in the environment everywhere lands up eventually in our water. And together with the Global Water Research Coalition, the Water Research Commission of South Africa and the University of Pretoria have been working together for a number of years now. And we are trying now to develop an effect-based monitoring program for water safety that can then add value, be used to add value to develop policy, but also policy implementation so that we can ensure safe water for the communities and the world. And this is definitely a global challenge. So as I said, we want to really add value by having a look and see how the interaction is between humans and ecosystems, but also to develop and introduce policy trends with innovative ways to protect our water sources in Africa, because we are quite challenged, as I said. With this in mind, our unit started in 2015 to put together a conference. It was the first conference focused on Africa, looking at our challenges, but also the opportunities that are available in Africa for research in order to promote capacity building and eventually also get to policy development and trends. This was then followed up by a second conference in 2019, looking at sustainable approaches towards healthy African communities. Again, it was an extremely successful conference. We made a lot of partnerships there, but still, here we try to engage a lot of our students because we realize students are the future of getting this off the ground. We held a student symposium. We have a representative now, Dr. Sean Patrick, who is going to be part of the international program that Armel speaks about, HEEDS, and trying to get Africa and the universities and young researchers in Africa involved in this program. And the ideal place for us to do is yeah, it's just a camp called Future. It is there to facilitate learning, create awareness in the public. Mel, can you hear me? Yes. Awareness in public, education, also to enhance capacity building and policy development. So it's basically a place, if you have a look at the picture, you will see it's got the conference center and also accommodation. So this is a wonderful place where we can come together as groups of different scientists and peoples of expertise and stakeholders and really take hold of what we're intending to do here with the capacity building, policy development and implementation with all the players involved. And really that's all I want to share, to say that this is where we are and what we do, and we need to look at more than just the chemical side of things and focus on biologicals and in general public health and environmental health together. We will then be able to address a lot of the One Health issues. Thank you. Thank you, Nat. Thank you for sharing this
Yes, incentive and also gathering different stakeholders from South Africa and the stake on such stakes. Thank you for all of you for sharing this different experience. So I just want to switch in French, but because a lot of people also are just considering the French speaking now. And I just would like to reintroduce the few comments and how to say conclusion we had for the first panel. So, pendant le premier panel, effectivement, nous avons eu l'occasion d'accueillir le docteur Marianne Herra de l'OMS, de Santé environnementale, Climate and Change, et donc Michel Leja de l'École de santé publique. Et je vais juste rappeler en quelques mots, effectivement, leur rappel et notamment la nécessité, l'absolue nécessité de pouvoir inscrire ces actions de santé environnementale de façon intersectorielle, en impliquant de façon en cohérence et surtout au niveau territorial l'ensemble des acteurs bien au-delà des ministères de l'Environnement et de la Santé, puisque comme on l'a vu dans les différentes interventions de chacun de nos panélistes, on est vraiment sur des actions qui sont les enjeux et les bénéfices de santé environnementale sont vraiment des actions qui appellent au cœur l'ensemble des parties prenantes, qu'on parle des pratiques agricoles, du volet de l'industrie, de la conception des infrastructures, sur toute leur chaîne de valeur. Et donc effectivement de pouvoir engager des investissements qu'on considère des investissements intelligents, effectivement, pour réduire les risques environnementaux qui sont des freins majeurs aujourd'hui au développement, et en investissant notamment sur des énergies propres et durables pour réduire l'impact sans précédent, notamment de la pollution atmosphérique, qui aujourd'hui, sur le continent, représente le numéro 1 en termes de facteurs de risque sanitaire, et également de pouvoir saisir cette opportunité sur un continent qui est très jeune et qui n'est pas encore complètement inscrit sur l'utilisation de ces énergies polluantes ou ces énergies fossiles, mais d'aller vraiment sur des énergies propres où l'ensemble des ressources sont disponibles sur le continent pour engager cette transition. Et également, effectivement, d'investir massivement sur l'esprit du plan Marshall sur les infrastructures d'assainissement et d'aménagement potable, d'approvisionnement en eau potable. Donc, les points qui sont vraiment importants, et nous allons ouvrir les échanges sur ces sujets, effectivement, c'est que pour avoir de l'impact, l'ensemble de ces actions doivent vraiment s'inscrire sur la réduction des pollutions environnementales et s'intégrer effectivement autour de 4 priorités qui sont intégrer l'approche santé-environnement One Health dans les politiques publiques, comme l'a présenté effectivement le docteur Moudou tout à l'heure, de repenser vraiment des financements innovants et durablement fertiles, effectivement, pour les États, et absolument aussi de renforcer les capacités, les compétences pays, sans quoi les cadres de politique publique, effectivement, ne peuvent pas être mis en œuvre et incarnés. Donc, les enjeux de renforcement de capacité de l'ensemble des acteurs absolument fondamentaux sur les axes stratégiques que sont l'eau, la qualité de l'air, les sites et les sols pollués, la gestion des produits chimiques et l'ensemble des chaînes de valeur industrielles. Et puis, effectivement, toujours être dans l'action, d'inscrire ces priorités sur des approches territoriales. Donc voilà, nous avons besoin de l'engagement de toutes les parties prenantes, toutes les expertises pour pouvoir engager ces programmes et notamment pour travailler à mieux protéger les expositions à ces pollutions environnementales et notamment dans les phases précoces de la vie qui déterminent le capital santé. Donc on va pouvoir à partir de maintenant effectivement engager les échanges et ouvrir un temps d'interaction entre les différents panélistes. Je propose qu'avec Patrice, on puisse ouvrir ces échanges et voilà, d'animer cette discussion. Et puis prendre par ailleurs ensuite les questions des participants en ligne qu'on remercie effectivement pour leur attention. Merci Armelle. Il est déjà 15h23, donc il nous reste évidemment assez peu de temps jusqu'à 16h. Je sais qu'Armelle, tu avais préparé quelques questions pour nos panélistes. Je voudrais qu'on démarre avec ça, le temps que chacun d'entre vous, les participants qui sont nombreux, puissent utiliser la fonction Q&A pour pouvoir poser directement vos questions. Alors, vous pouvez les poser à l'un des participants, à l'une ou l'autre l'un des participants. Vous pouvez aussi, évidemment, avoir des questions plus génériques et nous essaierons avec Armelle de les distribuer. Donc, Armelle, je te repasse la parole. Alors effectivement, je pense que dans les différents échanges et puis les interactions qu'on a pu avoir, on pourrait revenir directement avec le docteur Moudou simplement pour voir effectivement quelle est avec lui la dimension de la réplicabilité des initiatives qui ont été portées sur Accra. So just Dr. Pierre Moudou, we would just like to exchange further with you
with regard to the potencies on the current action that you are, working on with Accra Bref Life Initiative, and with regard to other potential African cities, such kind of positive experience, intersectorial and also policy tracking, local capacity building is currently replicable or in the pipe? Well, merci pour la question. Yes, this is the main, I would say, goal of the work that we have done in Accra. And the framework of the work, the work has been framed also within a larger campaign for pollution that is called Breathe Life. So Breathe Life is really the largest air pollution campaign that is putting together countries and cities in which there are commitments, and WHO is basically helping in setting up policies and interventions to reduce air pollution. So what we have done in Accra is can be replicated, but I would not use the word replicate. I would use more contextualize. Each city in Africa has very different patterns. It's very different. I know of Western Africa a little bit, and even if they are at the same latitude and longitude, you find cities that are apparently similar. The historical context and the societal developments are very different. So it's almost impossible to replicate what we have done, but it's very possible to adapt and to contextualize what you have done successfully in one place. And this can only be done by, I would say, by the local people. And the project that we have done in Accra, we try not to be top-down approach that it's going nowhere. We are trying to do a more horizontal way of working with people. And this is, I would say, that's the main problem in replication, because you need people that are skilled, you need people that are also, there might be some kind of political awareness. So there are a lot of conditions that you have to work on to replicate, if you want to use this word, such kind of experience where you change the environmental policies, or you try to orient the environmental policies toward policies that protect public health. Is there other current potential initiatives that you are working on in different cities? Yeah, well, we have a twin project in Kathmandu, in Nepal, and both Accra and Nepal projects are planned to be finalized, at least for the whole technical work this year. And then we will move in the policy tracking, and we will also move to thinking about a new way of developing these kind of environmental projects. So the idea is that in Africa, we will we'll see if we can have I mean, we have already been in touch, and we have already had meetings with people from other countries while developing the project. So we'll see how we can replicate next year this experience with also with our office in Brazzaville and other countries in Africa, in different cities. Okay, so it will be interesting maybe when we will consolidate that kind of three panel, just to provide some new future example on that potencies. I think we have a question. We have a question to Mrs. Coelho Ferreira. Vous avez, je vais switcher en français. Vous avez mis en avant de manière un peu d'ailleurs forte et très passionnée la question du genre et de l'importance des femmes. Comment est-ce que concrètement on peut les placer au centre des questions d'eau et d'assainissement? Est-ce qu'il y a des programmes de renforcement de capacité qui soient spécifiquement adressés aux femmes? Oui, je remercie pour la question. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes dans une phase où, en train de suivre en ce moment ce qui se passe avec les Nations Unies et les cadres d'opérations de techniques de renforcement des pays. La question du genre est intégrée
totalement dans les processus de NED6, la contribution des pays, qu'on doit répondre pour la COP26 à Glasgow, qui va être en mois de novembre. Donc, tout d'abord, c'est la conscientisation déjà que les pays sont en train de répondre avec des mesures concrètes sur comment ajouter les gens dans la politique, dans l'eau, dans l'assainissement. Et ça, c'est en train d'être verrouillé, en fait, surveillé par la société civile, par les entités. Moi, si je vais au-delà, quand j'ai parlé les 3 piliers, les piliers, l'entreprise, les privés, les piliers académiques et les piliers, effectivement, la société et les ONG, il faut vraiment qu'il y ait une coordination parce que sans mettre les entreprises privées, les femmes à la place des directions, on rentre dans les sujets des quotas et là, les quotas en Allemagne, on voit que ça fonctionne et que c'est le seul moyen, malheureusement, aujourd'hui, de faire progresser dans ces chemins. Mais c'est l'éducation, surtout dans les transferts de connaissances, d'impliquer ces femmes. Dans les cas de la chaire, l'Agence française de développement nous a mis un défi. Vous devrez augmenter la quantité des femmes dans votre formation. Donc aujourd'hui, nous sommes à 30%. Et donc, c'est une sensibilisation vers les pays du Sud. Donc, on les dit, il faut nous ramener des managers, des femmes managers. Et donc, ils sont en train de jouer les jeux. Donc, aujourd'hui, je remercie parce que nous avons vraiment des femmes formidables en tête des listes dans notre formation qui sont des mesures qui aussi, on est en train d'appliquer. Et là, je vais vous montrer différentes ONG. Nous, on a des ONG qui vraiment vont dans les pays parce qu'il faut aller dans les pays pour les montrer qu'ils sont autonomes. Les faire vraiment, les femmes à elles-mêmes après partir et apprendre les autres femmes, les autres filles de leur pays vraiment à grandir. Donc dans l'assainissement, il y a une série vraiment avec les agences de l'eau locales. On crée en Afrique, mais surtout ce qu'on est en train de développer en ces moments, c'est renforcer les institutions dans l'éducation pour que ces femmes puissent avoir leur place dans l'avenir. Je ne sais pas si j'ai répondu, sinon je suis ouverte pour avancer s'il y a des discussions. On avait effectivement des éléments assez concrets aussi sur des projets d'implémentation comme ça qui peuvent être aussi donner des idées vraiment très très positives et pouvoir faire, comme tu disais, effectivement naître d'autres initiatives portées par les femmes sur ces sujets de la protection de l'eau et de la protection de la paix aussi, parce qu'effectivement l'eau est un vecteur de paix dans un certain nombre de lieux, si on peut l'envisager sous cet angle-là. Je proposais effectivement de revenir sur les échanges avec Nathalie, ou peut-être on va reprendre tout de suite avec Clémentine, sur les différentes initiatives et solutions justement sur l'implémentation du numérique sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Voilà, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu plus l'avancement des échanges au niveau local sur ces questions et puis sur la façon dont ces démarches, ces innovations peuvent permettre de faire évoluer les guidelines de toutes les démarches d'autorisation des sites d'exploitation du mining sur l'ensemble de la chaîne de valeur, du point de vue des impacts environnementaux, sanitaires et communautaires, bien entendu, sur ce point-là précisément. Clémentine, est-ce que vous êtes avec nous? Je pense qu'effectivement, elle a peut-être dû s'absenter. Non, mais elle a peut-être un problème de connexion, tout simplement. Connexion, tout simplement. Maybe we can switch with Nathalie from Pretoria. Nathalie, are you still with us? Yes, I'm here. Yes, I just would like to ask you if you just can provide with us the different recent news with regard to the HEATS association that is also providing more, awareness and capacity building in whole continent on the endocrine disruptions that are NIH and CDCs and other Austral African countries working on providing more awareness and French-speaking countries, because this kind of exposure and health effects are very, very serious. Yes. Well, HEATS actually started after Jerry, what's his surname? It escapes now, but it actually came about after my conference in 2015.
where Jerry Heindel, he decided that he was a director at NIEHS, and he decided that there weren't enough students involved. And on his retirement, he developed the HEEDS program, which is the Health and Environmental Development Group, looking at endocrine disrupting chemicals in whatever matrix, and trying to get student participation. So they have a monthly newsletter that comes out. They have student forums regularly that students can take part in. But it was initially very much located to North America. And as a result of our conferences, he's reached out to us here. And we've taken our youngster in our group. He's not really that young, he's in his 30s, Dr. Sean Patrick. But he is one of our top up-and-coming junior researchers whose focus is on EDCs, but also public health, including microbiology. He's got a bit of sort of interest in non-communicable diseases like malaria, and he's sort of driving together with Jerry Heindel the African chapter for the students. So he is the contact person out there, so to get in touch with. So he's finding the same difficulty I had with the conference. Excuse me, in trying to contact the young researchers in Africa, because one of the things that we are really finding very difficult is that the emails don't work for the young researchers and students down there and academics out in Africa. So he is driving the program from this side through meetings at Future Africa, virtual meetings, in-person meetings for those that are here and the numbers allowing. So I think a good thing would maybe be, Amel, is if we put Sean's contact details out for anyone who would like to contact Sean to get involved and be involved in this program, simply because they very regularly have student programs where students can present their research, talk about their research, talk about their challenges, talk about what's trending right now in research, and what is new. So I think this is something we really need to push for the young researchers. So I will definitely give you those contacts so that we can put it out on the forum for anyone who's listening here today. It need not only be in Africa, it can be in Brazil, it can be anywhere in the world, Asia, India, where people feel the need to contact and come together, because I know if anywhere else in developing countries is a bit like us here in South Africa, you know, you visited here. We have very few universities involved in this kind of research. I think of all our universities in South Africa, there's maybe 4. Most of them are what we would call from the developed universities, but the previously disadvantaged institutions are slowly getting on board. We've got 2 that are on board with us, the University of Venda and the technology, the University of Tshwane University of Technology. But I think it's a way of getting education and awareness out there, because again, it comes back to One Health. It is everyone from the animal side. We've got the Faculty of Veterinary Science with us. We've got the Natural Sciences with us. We've got the Department of Health with us on board. And I think the way forward is that is how we got to look at it. And we need to look at our young future stars, because in the end, they're going to be the policymakers. Yeah, okay, of course. I don't know if that helps and gives you an idea of what it's all about.
I think it's an important point, and I don't know if we can switch in French very briefly, but thanks Nat. And ces éléments sur ces enjeux de montée en compétences sur la question des perturbateurs endocriniens, c'est fondamental, et je pense que l'action One Sustainable Health qui va être portée par la Fondation et ses recommandations sur ces enjeux des perturbateurs endocriniens, avec différentes initiatives qui vont être montées au sommet mondial de la santé en 2022, vont faire partie effectivement des points majeurs et qui vont permettre aussi de créer de la synergie entre les différents acteurs, notamment le Future Africa Campus, le Next Einstein Forum et les différentes universités aussi en Afrique plutôt équatoriale et subsaharienne, parce qu'effectivement ces éléments ont besoin de vraiment porter aussi bien dans les actions de recherche, dans les actions de formation de santé publique One Health, et puis aussi auprès des acteurs de santé, des systèmes de santé. Donc c'est vraiment des points qui vont être assez importants dans les mois qui viennent, effectivement. Je ne sais pas, Patrice, si peut-être on peut envisager. Je voudrais qu'on puisse faire un petit, on a encore un peu le temps pour le faire, un petit tour de table en fait sur un questionnement. It's a question for each and all of you as a panelist. How do you foresee, but please be very concise in your answer within a couple of minutes. How do you foresee within the 5 years to come the evolution of this topic, which is critical for the long-term sustainability? And I will start probably with Clémentine, and then we will move to Pier Paolo. So Clémentine, please give us your thoughts in the 5 years to come. How do you see the evolution of it? Je pense que globalement, on est sur le bon chemin. On rencontre de plus en plus d'initiatives à travers des projets en Afrique de mise en commun d'expertise qui vont permettre justement de trouver les solutions dont on a besoin aujourd'hui, aussi bien techniques, mais surtout des solutions humaines de travail en commun pour faire évoluer les choses. C'est un peu l'objet de ce panel aujourd'hui, de ce webinaire, c'est de faire rencontrer des gens qui ne se rencontreraient pas parce que venant d'environnements différents. Et c'est vraiment en faisant travailler l'intelligence collective d'expertise internationale dans des domaines aussi variés que le mien, le numérique, jusqu'à la santé-environnement et l'épidémiologie, etc., de nos panélistes, qui va permettre de trouver des solutions pour peu que la vision que l'on partage soit la bonne. C'est marrant parce que vous êtes en fait finalement, Clémentine, vous êtes à la fois positiviste et en même temps vous êtes une militante de la concorde, c'est-à-dire du fait qu'on arrive à travailler, qu'on arrive finalement, même si on n'est pas d'ailleurs d'horizon forcément similaire, on arrive à travailler ensemble. C'est quand même. Oui, je pense que c'est ça. Non, en fait, je pense qu'à partir du moment où on regarde un problème sans mettre de lunettes déformantes, on va trouver ensemble les solutions. Donc je suis positive. Aujourd'hui, les paroles se libèrent et les gens ont envie de travailler clairement sur la suite sans pour autant se cacher des vérités. Ben voilà qui est bon à entendre. Et Pier Paolo, your opinion. Tell us. I don't like to do forecasts, and I never do them. So If you don't want to think in terms of scenarios, what can happen in 5 years. I think there are different trends that we have to consider. Maybe 2 of these trends are related to the urbanization in Africa, and here there's been a huge mantra, a huge repetition of the fact that most of the people are moving to cities. And in Africa, this is something that can be challenged. And I think if the local cities and authorities and people are already starting thinking about how this without control urbanization is going nowhere and is producing more environmental problems than ever. So there's one trend that I think it should be considered, in which there is much more concern about the environment and the fact that urbanization is not just the goal of years. And COVID in some places has given some strong sign about the unsustainability of big cities. And the second trend that I would emphasize a little is on the need to have much more independency from
from donors and from foreign interest. And this has created a disaster in environment for importing, for example, e-waste. Accra as an incredible case that I'm sorry, meant to mention, but it's one of the largest dump sites for e-waste in the world, at least in Africa. There are others in other places. But Africa should develop really their original way of development. They should link much more from the vision that is coming from from the global north. That is, Paulo, I'm sure that they are and that they will, no doubt. But yeah, the problem is that still there's a lot of interest and not to. Yeah, sure. So I don't know. No, but it is very, very, very enlightening. Thank you very much for this opinion and this insight for the subject. And Liliane, on your side, Liliane. Yes, I join Pierre 100%. Je tiens en français à cause vraiment pour nos éditeurs francophones, mais pour moi, quand on parle en Afrique, l'explosion démographique que nous allons avoir dans les prochaines années. Nous connaissons la situation vraiment de développement et donc l'autonomie de l'Afrique dépend à elle-même. Et c'est dans ces schémas pour moi aujourd'hui. On voit les lacs de Tanganyika, le lac Victoria, tout ça, de la pollution de l'eau qui vient vraiment de l'extraction des minéraux. Avec tout ce que vous avez dit en ce moment, je trouve que ce qu'il manque sont des régulateurs. Pour moi, il y a une force politique vraiment qui aujourd'hui on ne peut pas faire les choses sans un financement. On a besoin des fonds et comme Pierre vient de dire, l'autonomie des donneurs des fonds pour pouvoir déployer des projets éthiques, politiquement corrects et soutenables. Pour moi, c'est les chemins et on est en train d'aller dans ces chemins. Je suis positive dans le sens. Et ben voilà, deuxième et demi positif sur les 4. I would ask Nathalie just to give us your opinion on these 5 years to come, how you foresee that. Thank you very much, Patrice. I think workshops and panels like this are extremely important because we can get the scientific and policy decision makers, stakeholders and public together so that we can commit to addressing issues systematically. It must be a systematical, logical approach because otherwise it's not going to work. One of the things we need to work on is looking to improve infrastructure. As Pierre mentioned, e-waste is extremely an important issue. Waste disposal of any sort, water and sanitation, especially when it comes to your not only chemical exposures, but your communicable and non-communicable diseases, and also the urbanization with global warming. But for us here, one of the things is our rural communities also still vulnerable, and we cannot forget them. And this can only be done through talking and, as I say, systematically addressing the needs. And I think by panels like this, we're on a good road to getting somewhere. Yes. Okay. Thank you. Armelle, you want to comment on that? No, in fact, I think many different participants or panelists also expressed that environmental health stakes and opportunity could just welcome more, more larger time events to more gather the people, to connect also the research and innovation, and to how to provide more awareness in all these intersectorial stakeholders. And anyway, to work also with policymakers at local, regional, and member states. So it's an important point. I think we will also see during next week with the other panelists how institutional bodies also just take this kind of stakes on board, and how to implement this environmental health and One Health approach more in public policies. Okay, thanks, Armelle. There is a question which
which is posted by Joël Périchaud, et je vais la faire en français parce qu'elle est en français. Elle est adressée à Clémentine par rapport à son intervention tout à l'heure. Les entreprises traitent-elles les déchets et les États sont-ils impliqués et comment? C'est-à-dire à quel niveau les États sont-ils impliqués? Comment aujourd'hui interviennent-ils sur cette question des déchets? Sachant que, voilà, dans la plupart des pays africains, ça c'est un commentaire que moi je tiens. De par ma propre expérience, les questions d'assainissement et de déchets viennent vraiment absolument en dernier lieu des budgets des collectivités locales qui sont généralement en charge d'ailleurs du traitement de cette opération. Clémentine. Oui. Alors, pour se fixer une échelle, les déchets électroniques représentent environ 15 millions de tonnes aujourd'hui de produits tous les ans. C'est quand même assez volumineux. Elles ont, là, pour seuls 20% de ces 15 millions de tonnes sont recyclables. Et encore, parce que même ces 20% sont recyclables dans une certaine mesure, seulement dans une certaine mesure, et leur recyclage nécessite énormément de consommation d'eau et d'énergie. Donc, il y a effectivement vous dites qu'ils sont recyclables, ils sont techniquement recyclables. On est bien d'accord, c'est bien techniquement. Oui, techniquement recyclables, mais ils ne sont pas forcément recyclés. C'est ce que je voulais. Oui. Donc, sur ces 15 millions de tonnes, évidemment, ils sont consommés, enfin produits principalement pour les pays occidentaux, on va dire. Et aujourd'hui, 60% d'entre eux, c'est ce que j'ai pu dire dans ma présentation, selon les Nations Unies, sont envoyés de manière totalement illégale, évidemment, sur des territoires africains. Et le Ghana, d'ailleurs, est un des pires pays pour ça, puisque dans la banlieue d'Accra, il y a un bidonville où vont atterrir la plupart de nos smartphones et autres ordinateurs, qui sont alors démantelés à main nue par des enfants et brûlés à côté, avec les problématiques de santé-environnement, évidemment, que vous pouvez imaginer. Est-ce que les gouvernements, alors plus les législations sont lourdes, c'est-à-dire plus nous, occidentaux, européens, français, mettons en place des contraintes financières pour que les entreprises traitent ces déchets, plus la tentation d'avoir recours au circuit illégal augmente. Et plus, effectivement, on va retrouver d'autant plus de déchets en Afrique. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais oui, c'est un problème de contrôle des traités, des accords que l'on signe. C'est toujours la même chose. Des accords existent pour l'extraction minière, des accords existent pour la gestion des déchets électroniques. Le tout, c'est de les faire respecter. Oui, comme on dit souvent, et même en anglais, c'est l'enforcement. C'est l'exécution, c'est l'exéquature en fait des réglementations qui est le plus difficile. C'est pas forcément le plus difficile d'édicter, le plus difficile de le faire respecter. Vous avez bien raison de le rappeler ici. Alors, il y a une autre question cette fois-ci sur les systèmes, d'eau dans les régions qui souffrent de sécheresse ou d'inondations chroniques. Alors, qu'est-ce qui veut prendre cette question? Comment est-ce qu'on peut essayer de renforcer les systèmes d'eau? Est-ce qu'on peut essayer de les restructurer, de les renforcer dans les régions sahéliennes en particulier ou celles qui souffrent d'inondations chroniques, sachant que les inondations sont des événements climatiques qui interviennent de plus en plus fréquemment depuis maintenant 5 à 7 ans. C'est un événement relativement récent, mais dont on voit monter effectivement la fréquence. Donc, je ne sais pas, peut-être que Liliane veut prendre une partie de cette question ou Pier Paolo. Oui, je vais commencer parce que c'est un domaine qui me touche beaucoup, surtout dans la région de Sahel où aujourd'hui on sait que c'est une région dangereuse. On a des nappes phréatiques qui on doit faire vraiment des inspections. Il y a tous des engagements vraiment pour maintenir cette région aussi dans la paix. Et l'eau, c'est une question aussi de paix. Et donc pour moi, quand on parle des investissements, soit c'est dans les régions désertiques ou inondations, c'est viser les investissements vers des projets de prévention. Donc, analyser vraiment l'état de la région,
ce qu'on peut faire comme infrastructure pour tenir vraiment, on travaille beaucoup dans la région avec au Burundi, au Mali, on est en contact direct avec les pays qui sont dans cette région du Sahel et on voit qu'il manque d'investissement. Et donc, pour moi, la première chose, vraiment, il y a des solutions techniques, elles existent, et donc, il manque de recherche. En fait, les chercheurs, il faut vraiment avancer et investir plus dans cette région. C'est à mon avis, pour commencer les débats. Pierre Paolo. Yeah, well, I agree. There is a lot of advancement in the research, as Lilian was mentioning, and I think what I am now, just today and yesterday, I was working on a review of all the projects done in Africa, where there is an announcement of planting trees. And these are hundreds of projects, and it is very difficult. I mean, the analysis that we want to do is if these projects were done having in mind some public health consequence outcome. But the second point that is more relevant is understanding how many of these projects are pure propaganda, like let's put 1 million trees tomorrow in our city, or sometimes they're even greenwashing projects for corporations, or I mean, there are a lot of hidden interest. And some other times they are really done on purpose. They want to fight desertification. At the moment, all the projects that I've mapped for all the African states, countries are very magmatic, and although there is the big, green belt project that is going on since more than a decade, I see a lot of scattered ideas that there's no, as someone was saying before, an integrated approach, and this is absolutely needed. Yeah. Okay, Pier Paolo, thank you very much for this. We are coming with 4 minutes before the end of the webinar. I'd like to wrap up, if it's possible, with not a word of conclusion, but much more what you would like people to take back from each of your words. So I'll come back again with Nathalie. Nathalie, I will give you, 1-2 minutes. Just give us what's your prospect for the next step to come. And after that, I will round up with the different panelists. Nathalie, we don't hear you. Sorry, I had to mute because I was coughing. What is my next prospect? I think we're going to focus a lot on effect-based monitoring and getting a water safety plan up and running. And I think that is one of our essential focus points at this area. And then also our epidemiological, how it links to human health. We've recently had a publication where we've said that reproductive health is the sentinel for general health. And I think it is one of the measures we can use to see that our communities are healthy. And also it all links up to nutrition and water, and that I think is going to be the focus area. And of course, our capacity building. We need that in Africa. Merci, Nathalie. Great thanks to you. And I'd like to hand the word to Clémentine. Clémentine, your last word. Je pense que le numérique est un formidable outil qui va pouvoir nous permettre de faire avancer nos projets pour peu que l'on avance sur une vision commune et responsable. Voilà un mot de la fin très, très fort et très bref, mais très fort. Merci beaucoup. Et Liliane?
capacity building, transfert des connaissances. Aujourd'hui, je pense que c'est les moyens vraiment de toucher les gens de haut vers le bas et de bas vers le haut. Il faut vraiment qu'on aille vraiment, c'est macro, micro, il faut que tout soit vraiment bien coordonné politiquement et que la société civile, elle puisse aussi suivre les avancements pour aider à être aussi un régulateur majeur dans ces changements, dans cette transition. Merci beaucoup, Liliane. Merci infiniment. Pierre Paolo, de votre côté. Well, I think the main problem is that we must start being much more critical about things that were done in the past and they are currently going. We must have a capacity of self-reflection on mistakes and errors that are done in countries that they want to teach other countries how to do things. We must learn from local people the knowledge that is in, for example, trees, the local indigenous, the knowledge that there is should be used. And we do not have to exploit the environment. And we have to start thinking the way a lot of people already think in Africa. And we have, I would say, to facilitate processes that we have completely forgotten and we have been unable even to think in our big projects and big academic research and big institutional kind of memory. Merci beaucoup. Thank you very much, Pierre Paolo. Armel, un dernier petit mot. Il est 15h59, juste pour nous présenter ce que sera le prochain webinaire, le dernier, d'ailleurs le closing, dans lequel nous aurons un wrap-up de cette série de 3. Et puis ensuite, je dirais 2-3 mots pour ressources. Donc effectivement, merci à chacun de vos contributions avec vraiment le fait de promouvoir cette vision territoriale de la santé, donc qui quelque part fait du sens dans tous les plans qui ont été abordés. Nous allons recevoir la semaine prochaine effectivement plutôt le regard des acteurs de l'institutionnel. Nous allons recevoir effectivement une personne en charge de plaidoyer, expertise, action contre la faim. Comment Action contre la faim en tant qu'ONG internationale est en train d'intégrer ces démarches, l'ensemble de ces programmations et de ces déploiements. Benoît Miribel viendra nous présenter aussi la feuille de route et l'agenda de la Fondation One Sustainable Health. Nous serons également en contact avec les acteurs du bureau Afro de l'OMS et vont venir nous présenter les actions engagées aujourd'hui au niveau de différents pays sur les actions de santé environnementale. Et puis, nous serons aussi en contact avec Dr Manal Azi, qui est au sein de l'Organisation internationale du travail et comment, effectivement, ces enjeux de santé environnementale, au-delà d'aller du ministère de l'Environnement et de la Santé uniquement, vont commencer aujourd'hui de plus en plus à impliquer les acteurs des ministères du Travail. Donc, c'est une vision plutôt qui va maintenant inviter les institutionnels et nous amener à pouvoir commencer à écrire une feuille de route justement sur ces sujets et poursuivre la fédération des acteurs. Donc, merci à chacun de votre disponibilité, du temps qui a été accordé pour la préparation de ces échanges qui ont toujours été très intéressants, très enrichissants. À l'ensemble des équipes de ressources et tout particulièrement à Yoleni aussi qui est avec nous en support en permanence. Et puis, donc, on se retrouve prochainement, vendredi prochain, et on aura effectivement l'occasion de consolider l'ensemble de ces interventions dans un document de synthèse qui va pouvoir vous être transmis. Donc, merci à chacun pour votre regard et surtout regard croisé, allant effectivement plutôt orienter solutions et non anxiogène mais orienter solutions. Alors, merci Armel. Et aujourd'hui, c'était le jour du retour d'expérience, des retours d'expérience. J'ai été vraiment ravi que vous veniez, entre guillemets, des 4 coins du monde, en tout cas, pour pouvoir nous donner votre éclairage. On peut retrouver bien évidemment ce webinaire dans quelques heures sur le site www.thinktank-ressources.com et avec grand plaisir de vous retrouver pour notre dernier webinaire de cette série de 3 vendredi prochain. Merci beaucoup encore une fois Liliane, Nathalie, Clémentine et Pierre Paolo de votre contribution aujourd'hui. À très bientôt. Au revoir.